pas se poser des vraies questions. La première strate, c'est déjà si tu peux jouer ce rôle de catalyseur. Voilà, alors donc ça c'était sur la partie associée, mais qui a évidemment trait aussi au salarié. Question portée sur ça. Alors le témoignage de Manu est davantage sur l'équipe et sur les salariés. Alors Emmanuel avait déjà fait une brillante conférence sur la vente où il avait pris une approche qui était extrêmement intéressante, qui était voilà, comment foirer une vente où tous les clignotants étaient au vert. Et là du coup on a repris cette problématique de l'anti-manuel, comment arriver à faire tout mal, sinon on est sur le truc, comment démotiver, faire fuir un collaborateur talentueux, et qui évidemment à contrario va voir quelles sont les bonnes règles. Donc Emmanuel est le cofondateur d'une entreprise qui s'appelle Spart PME, et il est par ailleurs aussi directeur de la pépinière d'entreprise de Promopol, qui est sur la partie ouest du plateau de Saclay. Assure-toi, ça va bien se passer. Tu vas nous parler de quotidien, là, c'est bien. Ah, mais sinon, on jette tout ça sur mon PC. Voilà. Oui. Bien. Merci. Donc oui, comme Étienne nous a... Merci pour la pression, c'est top. Comme Étienne vous l'a expliqué, en fait, mon parcours, après des études d'expertise comptable, pour être sûr que ça ne me plaisait pas, j'ai fait 10 ans de grande distrie, donc management humain, au cœur de l'humain, pour ne pas dire sur le dos de l'humain. Voilà. Ensuite, je me suis lancé dans une autre aventure qui est le recrutement par approche directe ou chasse de tête, avec une dimension d'intelligence économique comme de l'investigation. Et puis après, quand j'en avais fait le tour et que j'avais racheté une boîte à Raymond, je me suis dit tiens, on va faire un truc un peu nouveau. Donc comme j'avais Michel qui était un ancien client, on s'est dit tiens, si on faisait de la RH à temps partagé. Et ce qui m'a valu ensuite donc, de suivre Challenge Plus avec tout le bonheur et le plaisir que peut avoir le démontage en règle de notre business plan via les PowerPoint. Donc je ne vous cache pas, je suis très stressé parce que dans la salle, il y a une personne qui m'a déjà démonté mon PowerPoint à plusieurs reprises avec un plaisir sadique. Donc je vais avoir un grand moment de solitude, donc ne vous étonnez pas. Voilà. Surtout que Étienne m'a gratifié d'un sujet super sympa. Il l'a fait de la meilleure façon possible, c'est-à-dire que je dois vous parler de détecter, motiver, fidéliser les collaborateurs de talent. Sachant que le talent, ça s'exporte. Et en plus, il faut que je fasse un florilège symétrique des pratiques propres à démotiver et faire fuir les meilleurs collaborateurs. Donc on est bien d'accord que je ne vais pas vous encourager à utiliser des méthodes que la morale et l'éthique réprouvent. Néanmoins, il faut que je vous en parle. D'où le fait d'avoir des petits derrière. Voilà. Quand j'ai lu, je ne vous cache pas que quand j'ai lu la slide, tout de suite, je me suis pris la tête. Je me suis tellement pris la tête, d'ailleurs j'ai même découvert que j'avais des mains en plus. Pourquoi? Parce que je me suis rappelé les grandes phrases que l'on apprend en management opérationnel, qui sont on a les hommes qu'on mérite, on recrute à son image, le confort ne mène jamais à la performance, la confiance n'exclut pas le contrôle, on reconnaît le bon ouvrier à ses bons outils, et un bonhomme, t'as vu tes collaborateurs, et sans oublier que la célèbre maxime, mieux vaut un trou qu'un... D'accord. Moi, j'ai pas le droit de le dire, je suis conférencier. Donc, ça a été un grand moment de solitude. Et bien entendu, le talent, ça s'exporte. Pourquoi le talent, ça s'exporte? Tout simplement parce que quand vous avez un collaborateur qui vous dit « mais moi, tout est du talent », ça veut donc dire que vous ne pouvez pas analyser sa réussite, donc vous ne pouvez pas la démultiplier. Donc, en termes de knowledge management, ça veut dire que c'est nul. Donc, je me suis dit, si je regardais un peu parmi mes clients, ceux qui sont heureux, qui ont des collaborateurs qui progressent, et qu'est-ce qui se passe souvent? Souvent, quand ça ne marche pas, c'est je comprends pas. Je comprends pas si c'était vachement bon en fait. Et en plus, on s'est saigné avec mes associés, on a limité notre paye et tout pour pouvoir lui donner des prix, lui encourager. Son poste, on a investi dessus. Je veux dire, la bagnole de fonction, nous, on n'en a pas. Tu vois, moi, je vais en 4L, voilà, c'est l'horreur. Mes gamins, ils vont à l'école pieds nus. Enfin bon, bref, l'horreur. Et je comprends pas, il nous aime pas, il nous a traité de con, il s'est barré pour 2000 € plus. D'accord. Dans ce cas-là, souvent, ce qu'on explique à nos clients, c'est que voilà comment ils voient un salarié. Je le connais, c'est cela. Un gentil toutou. Pourquoi?
Parce que le gentil toutou, quand il regarde son maître, il dit « il m'aime, il me protège, il me nourrit ». C'est un dieu. Rappelez-vous quand vous étiez salarié. Et là, vous verrez davantage que le gentil toutou, il tire plutôt sur le... Oui, parce que le gros matou, lui, il pense quoi? Il m'aime, il me protège, il me nourrit. Je suis un dieu. Et souvent, aujourd'hui, parmi nos clients, on se rend compte qu'il y a ce souci du « je t'ai tant aimé » avec le « tu m'as pas assez remarqué ». Ça va là? D'accord. Puis au final, il me pose une question sur faire évoluer les gens. Mais pourquoi faire évoluer les gens? C'est quoi cette idée que vous avez? Vous êtes tous venus pour faire évoluer le salarié? Pourquoi? Franchement, pourquoi? Si on fait évoluer, ça veut dire qu'au niveau de votre boîte, vous allez les faire évoluer de manière quasiment systématique. Vous aimeriez que ce soit un leitmotiv, un moteur dans votre entreprise en disant je vais vous faire évoluer. Donc ça veut dire qu'on va le rendre systématique. Le problème, c'est quand on rend quelque chose systématique, et bien du coup, il faut que ce soit clairement défini, qu'on ait des éléments d'évaluation, des éléments de communication. Le problème, c'est que dès le moment où c'est parfaitement établi et connu, ça veut dire qu'on va arriver à une mesure d'auto-évaluation. On est bien d'accord. Donc, moi, je vais m'auto-évaluer par rapport à mon propre poste. Pas déconner. Ouais, mais si je suis bon au niveau N, qu'est-ce qui me garantit que je vais être bon au niveau N plus 1? Et là, il y a l'ombre d'une thèse qui approche très très vite. C'est ce qu'on appelle le principe de Peters. Tout le monde connaît le principe de Peters? Non? D'accord. C'est tout simplement, Peters, ça date des années 70, ils ont fait une étude, ils se sont rendus compte d'un truc bête, c'est qu'effectivement, on avait tendance à promouvoir les gens quand ils étaient bons à un poste. J'avais un bon vendeur, et ben je le mets manager des ventes. D'accord? Et le diagramme de Peters, c'était, ben voilà, on est arrivé au bout d'un moment au niveau de compétence, plus 1. Et qu'on arrivait à des délires du type où on allait avoir un niveau dans l'entreprise de gens parfaitement incompétents, maîtrisant parfaitement le métier du dessous, mais absolument pas le leur. Notamment dans les banques d'affaires, on a des banquiers ici. Mais également des niveaux où, alors après il y a eu d'autres thèses qui ont eu lieu au travers des universités américaines beaucoup moins prestigieuses, je sais, pas, qui ont été jusqu'à dire que, en fait, dans certaines entreprises ou structures, même les managers entre eux avaient complètement conscience de ce niveau d'incompétence largement partagé, mais que personne n'osait dénoncer l'incompétence de son voisin, de peur qu'on se rende compte de sa propre incompétence. Et donc vous avez ce qu'on appelle un effet de stase ou plafond de verre, qui fait que on se protège entre nous, c'est pas la peine de faire monter un mec qui s'y connaît, parce qu'autrement je ne te raconte pas le bordel. Voilà. Qu'est-ce qui va faire que votre meilleur vendeur aujourd'hui va devenir votre meilleure opportunité de directeur commercial? D'accord? Manque de peau aujourd'hui, lorsque l'on regarde les entreprises que l'on accompagne, lorsqu'on les réalise un premier audit, on se rend souvent compte, lorsqu'on dit pourquoi il est passé à ça? Il était bon en dessous. D'accord? Qu'est-ce qui a été fait pour évaluer ses compétences sur le niveau du dessus? En entretien, il nous l'a demandé en fait. D'accord? D'accord, hein. Le problème aussi, c'est que si vous montez quelqu'un en compétence sans que ce soit parfaitement établi, qu'est-ce qui va se passer? Les autres ne vont pas comprendre pourquoi ce monsieur est monté d'un niveau. Donc s'ils ne comprennent pas, au bout d'un moment, ils vont commencer à se demander qu'est-ce qui est bien avec cette personne, quelque nature ce soit. Et au final, les gens vont se détourner de vous. D'où l'utilité de maîtriser votre information au niveau de votre entreprise sur le sujet. Ça veut donc dire qu'il ne faut pas oublier que, bien entendu, sur le sujet, lorsque l'on promeut quelqu'un, sans le dire, les gens parlent, surtout derrière vous aussi. Alors j'ai axé le truc sur une structure relativement courte quand même, pas 250 personnes, mais un peu plus court. Les collaborateurs parlent surtout derrière vous. Qu'est-ce qu'ils disent? Pourquoi lui et pas moi? Parce qu'il faut savoir qu'il parle beaucoup au RH. De toute façon, c'est politique. De toute façon, le mec qu'ils ont mis au-dessus de moi, j'ai pas besoin de lui. Sans oublier le très célèbre, il est arrivé, il était stagiaire, c'est moi qui l'ai formé, c'est pas maintenant que je vais me mettre à obéir à ses ordres, etc.
etc. D'accord? Ça va? On continue? C'est là où j'ai mis les parties un peu sportives. Alors s'il vous plaît, si à terme, un jour, vous revenez nous voir, pour faire la gestion des ressources humaines, je vous prie de ne pas avoir les phrases suivantes. Je lui ai fait une Hannibal, pourtant j'ai fait mon Dark Vador, et à la fin je l'ai fini en vendredi 13. D'accord? Pourquoi? Parce que bien entendu, je ne peux pas vous mettre le nom des entreprises où on a constaté ce petit écart managérial. Non. J'ai préféré vous raconter quelles étaient les méthodes qui pouvaient être utilisées pour plafonner les gens. Ok? On y va? On commence par Hannibal. Vous connaissez ces deux personnages de série? Je vous présente Hannibal Lecter, le personnage, et le pauvre flic qui se fait à chaque fois avoir. Vous prenez un salarié qui a envie de monter. Vous lui dites, ok, tu vas monter. Pour que tu montes, je vais te filer les objectifs. Bien entendu, vous savez que les objectifs sont beaucoup trop hauts pour ce qu'il peut atteindre, ou on s'arrange pour pas qu'il ait complètement les éléments nécessaires et suffisants. Bien entendu, on encourage ses débuts, puisqu'il a de l'autonomie, il a de l'ambition, il a de la volonté, il va en mettre un coup. Et puis petit à petit, on va commencer à augmenter la pression, en termes de quantité, en termes de qualité. Je suis un peu déçu, là, tu pourrais passer la seconde quand même. Ou, pourquoi ça avance pas plus vite? Je comprends pas. On va commencer à pointer ses points faibles. Tu as vu ça, t'as raté. Et puis au bout d'un moment, il n'en peut plus. Alors soit vous avez vraiment gagné sur toute la ligne, il vient pleurer dans le bureau, et vous le faites prendre conscience de son échec. Et là, bien entendu, sinon c'est pas Hannibal, qu'est-ce qu'on fait? On le garde en ardant notre grandeur d'âme. Parce qu'on a investi en lui, on y croit. Il n'est pas méchant ce garçon. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On lui redonne des objectifs. Ok? Cette méthode, qui est utilisée dans certaines entreprises, peut être intéressante pour limiter des envies ou des passions qui feraient que voilà, j'ai envie d'être associé à la place des associés. Il faut faire attention, c'est qu'au bout d'un moment, vous allez commencer à casser l'individu. D'accord? Bien entendu, par contre, sur les trois méthodes que je vais vous présenter, celle-là, c'est la plus soft. La deuxième, la Dark Vador, que j'ai vue très récemment d'ailleurs dans une SS2I, une cinquantaine de personnes. Comment ça marche? À la limite, ça pourrait être l'autoportrait du patron, je ne vous cache pas. Le salarié, quand il rentre, on commence à lui faire des remarques. Ça ne nous va pas, c'est pas la bonne chemise, il a raté sa présentation auprès des autres commerciaux, le client n'était pas super satisfait de la présentation qu'il a faite, etc. Ensuite, il faut être très méthodique et rigoureux, d'accord? On fixe des objectifs, mais jamais on justifie. Cette année, tu fais plus 20. Pourquoi? Pardon. Non, d'accord. Ensuite, vous savez ce qu'on fait? Il est chaud, on l'engueule. Normal. Il a réussi, on l'engueule. Surtout, alors le petit point un petit peu vicieux, mais qui marche très très bien dans ces conditions-là, vous créez des réunions pendant ces RTT. C'est génial. Ce qu'il arrive, il a raté le train. C'est super. Comme en plus, il n'est pas dans ses jolis objectifs, il ne va pas la ramener. Bien entendu, vous doutez de tout ce qu'il dit. Systématiquement. Je sais, c'est pas assez, un peu bon. Systématiquement, vous doutez. Systématiquement, vous lui demandez de trouver. Au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Il va douter de lui-même. C'est tellement bien joué dans cette SS2I que quand les salariés viennent me voir, puisque en fait c'est une SS2I que j'ai eu le plaisir d'accompagner, non pas dans le cadre de Sparte, mais dans un autre cadre, quand les salariés, je leur dis, mais si ça ne va pas, mais enfin voilà, mets ton CV sur Monster, je ne sais pas, sur Pôle emploi, va voir ailleurs. Vous savez ce que me répondent les salariés? Ah non, personne ne va voir. Je suis une merde. On en est rendu à un point où on observe, je suis un ancien activiste animalier, on observe des comportements qui sont ceux d'animaux de laboratoire. Vous savez, quand le mec il rentre dans la pièce, qui dit il est où le toutou, et tous les chiens se mettent au fond des cages. Et bien quand le patron il rentre dans le open space, oui, hello, oui, bonjour, oui. On a un sentiment de peur.
On est prêt pour la troisième? Oui. Oui. Vous dépendez de votre organisation. Plus de niveau. Il y a une sortie, c'est de faire votre ami dans la physique. C'est-à-dire que vous créez un individuel chevronné qui se met à faire la même chose en dessous. Oui. Parce que c'est sa seule manière de survivre et de se trouver encore une utilité. Tout à fait. Et c'est typiquement le cas en français, parce qu'en France, c'est devenu une chose en France. Absolument. Des organisations très performantes. Elles sont résilientes. C'est une des premières choses que vous apprenez quand vous faites une formation qui est diplômée. Ouais. À propos des Français. C'est le mode naturel des parents français. J'adore. J'ai une première anecdote, mais c'est je vous laisse finir. Merci beaucoup. On passe à la troisième. La troisième, c'est un film d'horreur, vous savez, il y en a toujours un qui a une grande gueule, il meurt. Et le deuxième qui a un il meurt. Elle est bonne celle-là. Et bien là, imaginez, vendredi 13. Vos équipes réclament une reconnaissance. Ça, souvent, dans les startups, ça arrive de manière assez récurrente. Ils sont, ouais, machin, je voudrais bien vivre. D'accord. Vous prenez le meneur et vous le nommez manager. Ça marche aussi en banque, puisque je connais quelqu'un qui est en activité récemment. Surtout, ne le formez pas. Surtout, au revoir. Ne l'aidez pas. Surtout, pas les faites. Avec ça en plus, vous lui mettez des objectifs impossibles et vous lui mettez la pression en lui reprochant ses échecs, qu'est-ce qui va se passer? Naturellement, il va transférer la pression sur ses équipes en disant mec, merde, aidez-moi. Qu'est-ce qui va se passer? Son équipe, face à la pression, va se détourner de lui. Ils vont même aller jusqu'à venir vous voir en disant ouais, non, en fait, non. Non, le mec là, non, pas possible. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passera? On revient sur la partie A3 de tout à l'heure. Vous serez le sauveur. Oui, je sais. Vous serez le sauveur. Triangle dramatique. Triangle dramatique, voilà. Vous serez le sauveur. Et une fois que vous l'aurez remercié ou raccompagné à la porte, bien entendu, personne ne voudra prendre le poste. Et là, du coup, vous avez éteint le feu pendant encore 2-3 ans. Ça va, là, j'ai fait le côté dark. C'est bon. Non, il y a quand même il y a la possibilité d'être vertueux. Il n'y a pas que ça. Pour être vertueux, il faut déjà réussir à mettre en place une véritable politique de ressources humaines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour moi, la gestion des ressources humaines, c'est 3 grands thèmes. Acquérir et développer les bonnes compétences, où là, vous allez retrouver le recrutement, la formation, la GPEC, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, mais également l'appréciation de la performance et les éléments d'évaluation. Les éléments d'évaluation relatifs au savoir, au savoir-faire, mais également au savoir-être. Fidéliser les talents. Donc c'est un travail au niveau de la communication interne, de la politique de rémunération et de la gestion des avantages sociaux. Puis gérer efficacement et administrer dans le respect des contraintes juridiques. Ça c'est la partie la moins rigolote. Gestion du temps et des activités, l'administration du personnel, la partie sale, paye et déclaratif. La gestion des aspects contractuels et individuels, et bien entendu, dès que vous dépassez un certain seuil, puisqu'en France c'est la maladie, vous allez avoir les relations sociales, CE, CHSCT, les PDS, etc., qui sont le passe-temps favori de Michel au fond de la salle. Ça, avant de recruter, il faudrait déjà avoir une idée de ça. Ce serait bien. Qui met ça en place avant de recruter? Je vous rassure, presque personne. Voilà. Il y en a une ici qui l'a fait, je suis sûr. La première étape, donc, si vous voulez pouvoir à terme évaluer, faire progresser vos salariés, c'est déjà maîtriser son organigramme, ses fiches de poste, avoir une idée de la pyramide des âges que l'on va avoir ou que l'on veut avoir par rapport à votre expertise. Avant d'être entrepreneur, vous étiez un professionnel, vous connaissez vos parcours, vous connaissez les gens qui, je dirais, font le volume de vos candidats. Quels sont les critères objectifs de sélection que vous allez demander? La formation, l'évaluation qui permet de postuler et de réussir pour chacun des postes de l'entreprise. Ça, c'est essentiel parce que le problème que l'on a souvent lorsque les gens progressent dans l'entreprise, c'est la dimension affective. Et cette dimension affective a tendance à gommer des problèmes ou des manques en termes de compétences, ou en termes de savoir ou de savoir-faire ou de savoir-être. Promouvoir. Est-ce que, quelque part, c'est pas aussi prendre le risque de se passer de 109 dans l'entreprise? Pourquoi? Parce que le promu que vous allez promouvoir, elle est facile celle-là, il est quand même l'héritier d'un parcours dans votre boîte. Et quelque part, il est auto-limité.
L'avantage, c'est qu'il est directement exploitable, puisqu'on n'a pas de période d'adaptation à l'entreprise. Mais d'un autre côté, ce garçon, il aura quand même une vision plus limitée que si c'est quelqu'un de tout neuf qui arrive dans votre entreprise. Et ça, trop souvent, on l'oublie. D'accord? On a une entreprise cliente, pas toi Michel, Claire, qui a rentré un DG de l'extérieur, c'est rock'n'roll. C'est rock'n'roll, pourquoi? Parce que le DG vient d'une boîte concurrente. Et le DG, il a tendance à dire, bah ouais, mais là ça déconne, là c'est bien, là c'est pas bien, etc., etc. Le dirigeant n'est pas content. Je comprends que le dirigeant ne soit pas content. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, il a dans ses équipes quelqu'un à un poste à responsabilité qui a une culture différente de sa boîte et qui est capable d'apporter des choses différentes dans sa boîte. Or, le premier objectif qu'il avait quand il recrutait, c'était on est un peu sclérosé, c'est des mariages consanguins, c'est pas bon, c'est plus où on va, on a besoin de 109. D'accord? La deuxième étape, c'est la notion de knowledge management dont on parlait tout à l'heure, qui est super importante. Parce que si vous ne générez pas la gestion de votre savoir-faire, des expertises de votre entreprise, dès le moment où vous allez promouvoir quelqu'un à un poste, et ben vous faites juste que déplacer un trou. Et que ça peut devenir de plus en plus complexe, puisqu'à chaque fois que vous nommez quelqu'un d'un poste à l'autre, il a un temps d'adaptation à son nouveau poste. Peut-être qu'il n'a pas les compétences nécessaires, mais en tout cas, son poste actuel, il va falloir le remplacer. D'accord? Avec quelqu'un d'autre que vous allez remettre, qui lui va arriver soit de l'extérieur, soit de l'intérieur, qui va avoir encore les mêmes problématiques, etc., etc., etc. Et donc, à vouloir pallier un problème ponctuel, un besoin de compétences à un moment, vous pouvez avoir une démultiplication du trou, c'est-à-dire que vous bouchez un trou en recreusant un autre, etc., etc. Et puis, techniquement, c'est pas comme la Terre qui va avoir un tiers de coefficient de dilatation. Vous vous rendez compte que plus ça va, plus le trou est gros. Et à la fin, ça devient une solution absolument gérable. Troisième étape, le management. Alors, je vais peut-être enfoncer une porte ouverte, à l'instar de ma consoeur. J'aime bien enfoncer les portes ouvertes, c'est un passe-temps chez nous. Pourquoi le management c'est important? Et c'est pour ça que je parle aujourd'hui avec vous de qu'est-ce qu'un bon manager pour moi. Bonjour Anthony, c'était pas en retard du tout. Anthony Stracher, Achat Plus PME, c'est une super pépite, c'est un ami en plus. Qui va se cacher. Ils font de la, comment ça s'appelle, de la mutualisation d'achat, voilà. Et en plus c'est un client de Sparte également, un locataire de Promocol, je l'adore. Donc si on parlait maintenant d'un bon manager, si vous voulez bien. Un bon manager, c'est avant tout un sélectionneur. Alors c'est important parce que ça permet aussi, lorsque l'on est manager, de présenter son poste de cette façon-là. Le gros avantage, c'est que quand vous allez présenter votre poste de cette façon-là, vous allez pouvoir ensuite, lors d'un entretien, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, bien préciser dans quelle posture vous vous mettez. Ça permet de détendre l'atmosphère, même quand il faut que vous mettiez une baffe. Vous allez juste le siffler. D'accord ? Le sélectionneur, pourquoi? Parce que c'est lui qui, d'une manière ou d'une autre, analyse la présence d'un membre. D'accord? On n'a jamais la pression de faire avec. Tu es dans mon équipe parce que j'ai voulu te garder. Lorsque j'ai repris la boîte dont je suis directeur aujourd'hui, la première chose que j'ai dit aux salariés, à chaque salarié, c'est tu es là parce que je voulais que tu restes. D'accord? Je ne donne jamais l'impression de faire avec. Du coup, quand je leur dis tu es là parce que je te donne les raisons et je veux que c'est moi qui veux que tu restes, la personne naturellement se sent reconnue. Et du coup, elle peut avoir un rôle. En plus, c'est des gens qui sont déjà dans leur poste, donc ça m'intéresse un peu aussi. C'est également un supporter. Oui, parce que l'air de rien, si votre patron, c'est pas votre premier supporter, ça commence à être dangereux. Donc c'est quelqu'un qui doit être capable de garder toujours un enthousiasme. Un enthousiasme par rapport aux réussites, un enthousiasme même par rapport à l'échec. En disant, ouais, mais t'as bien joué, etc., etc. C'est également l'arbitre, c'est là que ça devient intéressant. C'est également l'arbitre parce que, quand on est le manager de quelqu'un, quand il arrive trop en retard ou quand il a mis une droite à son collègue, on est quand même là, ou qu'il l'a mordu, pour reprendre l'actualité mondiale, on est là pour siffler et pour distribuer un carton, non pas parce qu'on l'aime pas, mais simplement parce que c'est notre rôle. Dès l'instant où c'est notre rôle, on va pouvoir dépersonnaliser la sanction et la rendre professionnelle, ce qui est beaucoup plus facile à faire. Enfin, on est l'entraîneur. L'entraîneur, c'est important parce que souvent, dans les startups que l'on accompagne, on a le complexe du super-héros chez le patron, c'est-à-dire que dès l'instant où le patron a commencé à recruter, il a commencé à accoucher de sa boîte. On a des salariés qui commencent à monter en compétences, et au bout d'un moment, on a un patron qui se retrouve dans une situation où ça m'échappe.
Ça m'échappe, je suis moins bon que lui. Il y a peut-être un savoir-faire que je n'ai plus. Comment je fais? Ouais, mais le commercial, il commence à assurer, même si toute chose égale par ailleurs, on dit toujours que le premier commercial d'une boîte, c'est le patron. Ouais, mais là, il vend vachement bien quand même, il me fait peur. Il faudrait que je sois encore meilleur vendeur. On ne demande pas à Lucas de nager plus vite que Manodou. On demande à Lucas de porter Manodou jusqu'à la médaille. Et le rôle de l'entraîneur, c'est ça. Et lorsqu'on va se mettre dans le rôle de l'entraîneur, en faisant revenir sur ses basiques, en faisant travailler sur les points essentiels, naturellement, on va le faire progresser. Et c'est comme ça qu'on partagera la réussite, ensemble. Enfin, capitaine d'équipe. Pourquoi? Parce que quand ça va mal, il y a toujours besoin d'un coup de collier, de quelqu'un qui prend les devants et qui en met un coup. Et bien, c'est le rôle du manager d'être aussi capitaine d'équipe et de savoir prendre la balle et d'en mettre un coup. D'accord? Donc ça veut aussi dire, alors, si vous voulez faire évoluer les gens, il faut être carré sur votre rôle de manager. Vous, ou bien si vous avez des straps, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, des managers en dessous de vous. C'est-à-dire qu'il faut être capable de contrôler le management des gens. Ensuite, pour pouvoir faire progresser les gens, il va falloir quand même effectuer un suivi régulier. Le suivi régulier ne se résume pas à l'entretien annuel. Ici, à votre téléphone, voilà. Ça passe donc nécessairement par un management de proximité. Management de proximité, ça veut dire quoi? C'est une permanence. Ça veut donc dire que vous ne pouvez pas avoir une structure en râteau trop importante. Il vous faut forcément des relais managériaux, forcément des relais d'écoute. Attention, ce modèle, aussi vertueux qu'il soit, a quand même des limites. Les collaborateurs eux-mêmes, si vous voulez tout à l'heure faire un cheval de course avec un âne, c'est toujours un peu compliqué. Il y a l'affectif qui entre énormément en ligne de compte, puisqu'on a essayé d'être objectifs tous les deux sur notre démarche, mais il ne faut pas oublier que les collaborateurs, l'entreprise est un lieu de vie avant tout. Donc les collaborateurs vont lier des amitiés, des alliances, des inimitiés, des rivalités, et que tout ça va vous foutre un bordel monumental. Et tout le rôle du manager, c'est justement de pouvoir détricoter les éventuels conflits, piloter les éventuelles rivalités, parce qu'une rivalité, ça peut être super intéressant. Une rivalité entre deux boîtes, une rivalité entre deux individus sur le même poste, des commerciaux qui se tirent la bourre, mais c'est un bonheur. D'accord? Jusqu'au jour où les mains qui coupent les câbles de frein de l'autre, c'est un bonheur. Enfin, en conclusion, il y a un truc qui est bête, mais on se parle de toujours faire évoluer les gens, faire évoluer les gens, faire évoluer les gens. Mais lorsque vous montez une boîte, l'un des critères importants, c'est aussi de se dire combien de temps vont rester les gens en moyenne dans l'entreprise. Et ça, aujourd'hui, c'est une question que très peu de dirigeants ont envie de répondre. Un CDI, c'est un contrat à durée indéterminée. Ça veut donc dire que c'est pas infini, ça va se finir. D'accord? Donc ça veut dire que quelqu'un qui rentre dans votre boîte, il doit être porteur de projet. Et c'est sur ce projet-là que vous allez pouvoir l'animer. Est-ce qu'effectivement, il a envie de faire les gamins, il a envie de repartir au pays dans 5 ans, il a envie de monter sa boîte dans 6 ans, est-ce qu'il a envie de tuer son manager et de passer manager dans 4 ans? Tout ça, c'est des choses qui sont importantes. Est-ce qu'il a envie d'apprendre quelque chose? Qu'est-ce qu'il a envie d'apprendre, etc., etc. Toute personne donc, fait partie d'une organisation humaine sur laquelle elle influe et qui influe sur son comportement. C'est-à-dire que lorsque vous avez un salarié, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au début, il a un comportement et petit à petit, il va se fondre dans la masse. Attention, quand il se fond dans la masse, ce n'est pas pour autant qu'il n'est plus lui-même. Ça veut juste dire qu'il a appris les codes de communication entre individus au sein de la société. Rappelez-vous donc toujours les notes que vous aviez lors de l'entretien de recrutement. Et revenez dessus régulièrement pour revenir sur ses motivations, qu'est-ce qui fait qu'il a envie de rester, quel est son projet. C'est ça qui va vous permettre de l'animer au quotidien. Ça, c'est ce que j'ai dit. C'est ainsi que, du coup, en prenant compte de l'individualité de votre groupe, donc je ne sais pas si vous vous rendez compte que dès qu'on arrive, comme la boîte de Pascal, sur 35 personnes, ça commence à devenir sportif, c'est pour ça que tu as besoin de relais managériaux. C'est comme ça qu'on va valoriser le capital humain, puisque le capital humain, par définition, c'est de la palpable, c'est du non comptable. Et pourtant, c'est la valeur de l'entreprise, parce que je reprends ton introduction de ton mail. Et dernièrement, ce que j'avais envie de vous dire là-dessus, c'est que votre société, c'est comme un être humain. Elle a besoin de se créer des cartes du monde. C'est issu de la PNL et c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire que dans une situation donnée, les gens vont prendre l'habitude que vous allez avoir une réaction donnée.
Et cette réaction donnée va créer un ensemble de coutumes, de règles non écrites, mais qui vont devenir intangibles. Preuve en est qu'il y a des moments où vous allez arriver et dire bah, tiens, on fait ça, et on va vous répondre bah non, pourquoi? On n'a jamais fait ça. Bah non, c'est hors de question. Alors que rien n'est écrit dans ce sens-là. Et pourtant, c'est le poids, c'est les cartes du monde. Comme un enfant qui naît, ou comme tu disais tout à l'heure par rapport au cerveau humain. Donc l'entreprise doit avant tout, pour vous comme vos salariés, s'inscrire dans un cercle vertueux où les dynamistes et le professionnalisme seront le terreau du bonheur et de la réussite. Et c'est beau, hein. En même temps, avec toutes les négociations que j'ai dit juste avant, il fallait que je fasse un truc un peu sympa. L'avantage, c'est quoi? C'est que, et pourquoi c'est important, et je reviens sur ce que tu disais, c'était le projet, le rêve. Ce qu'il faut réussir à vendre aux salariés comme aux associés, c'est vos objectifs à moyen long terme et s'arranger pour que lorsque vous leur parlez, lorsque vous les animez au quotidien, ça leur parle et ça résonne en eux par rapport à leurs critères de motivation à chaque individu. C'est là où ça devient quelque chose de vraiment très sportif et on se rend compte que le management c'est un travail à temps plein. Parce que malheureusement, je vous rappelle qu'en tant que dirigeant d'entreprise, il faut également que vous fassiez le banquier, les associés, les actionnaires, les fonds, le comptable, les clients. Les clients, ouais, à un moment. Les clients. D'accord, etc., etc. Bref, l'entreprise et les fournisseurs accessoirement. Bref, l'entreprise doit rester pour vous comme pour vos salariés, et je reprends l'expression de Raymond, la vitrine légale du bonheur. Ah ouais, dans celle-là, je te laisse la paternité. Je vous remercie. Bravo. Eh ouais, pour faire furieuse, c'est marrant. Le Dark Vador. J'ai eu peur de transformer en animal lecteur. Oui. Je sais qu'il y a un truc qui est très difficile et qui est rarement adressé dans les petites, dans les moyennes, comme dans les grandes entreprises. C'est qu'il y a une chose qui est évidente avec les gens, c'est qu'on a du mal à sortir notre zone de confort. Et notre zone de confort, c'est les gens qui nous ressemblent. Et on parlait tout à l'heure, voilà, et ça, c'est quelque chose où on voit beaucoup de DRH, il y a très peu de DRH qui axent, par exemple, les formations là-dessus, parce que les gens ne demandent que ça. Dites-moi, moi j'ai vachement envie de rencontrer un tel, mais je ne sais pas comment faire dans l'organisation. J'aimerais bien parler de tel sujet, mais finalement ce n'est pas dans mon job description, ce n'est pas dans mes responsabilités. Par contre, je sais que si j'entame la conversation, ça pourrait m'aider. Donc comment on fait pour aider les gens à sortir de leur zone de confort de façon sécurisée, c'est-à-dire en les encourageant à le faire, parce qu'il faut du temps pour les encourager à le faire et il faut leur donner des outils. Et j'ai l'impression que ça bloque beaucoup de développement, et dans les startups, c'est un vrai. C'est quelque chose qui n'existe pas au début, parce que tout le monde participe un petit peu à tout, parce qu'on n'a pas beaucoup de compétences, et puis dès qu'on se structure un peu, on perd cette richesse-là, parce que chacun reste dans son... C'est le problème de toutes les petites boîtes qui deviennent moins petites. C'est la question de la structuration qui fait que chacun va s'enfermer effectivement dans une fonction, dans un métier, et devenir entre guillemets le référent du domaine ou du métier dans la structure. Dans les grosses boîtes, il y a des ateliers qui existent où on se rencontre tous ensemble, etc. pour que justement les gens échangent. Dans les startups, alors quand elles sont en incubateur ou en pépinière, on organise régulièrement des apéros, auxquels ce serait bien que Anthony vienne à l'heure, où on organise des rencontres comme ça entre entreprises. Mais dans les boîtes, dès qu'on commence à grossir, il faut faire des événements qui permettent justement aux gens de se retrouver de manière régulière. Peut-être pas tous les mois, ça peut être tous les trimestres. On va faire justement un point, c'est là où on va en profiter pour faire rêver les gens sur ce que devient la boîte, etc. Et en même temps, on fait un pôle d'amitié à la fin, comme on va faire, j'espère, à la sortie de cette conférence, justement on va pouvoir se rencontrer et discuter, pour les faire un petit peu sortir. Ensuite, il faut avoir la capacité, mais enfin en même temps la capacité, mais aussi et surtout l'opportunité de pouvoir créer des ateliers ou des missions avec des gens qui sont issus de différentes disciplines, de manière à vraiment faire quelque chose où la synergie pourra pleinement s'exprimer. Si je peux ajouter quelque chose là-dessus, c'est ce que j'ai pas dit tout à l'heure, j'ai beaucoup axé sur la complémentarité. Il y a quand même une chose absolument essentielle, il me semble, c'est aussi de trouver la zone qui doit être l'obsession de tout le monde. Ça c'est ton terrain, ça c'est le mien, mais qu'est-ce qui doit nous obséder ensemble? Et je trouve que le client, moi je suis assez effarée en fait,
combien on oublie le client, combien le client est éloigné des préoccupations d'énormément d'entreprises, et se donner des obsessions communes, quelles que soient finalement nos fonctions, ça peut être l'occasion de phosphorer au service d'un même sujet. On ne se connaît pas, on s'est réunis autour d'un sujet commun qu'on traite aujourd'hui, on a des choses à se dire, on aura des choses à se dire après. Donc ça peut être intéressant dans l'entreprise, même qui grossit avec de plus en plus d'experts, des gens qui ne parlent pas nécessairement la même langue, de se dire qu'est-ce qui devrait être quand même le sujet commun des collaborateurs, et même voilà, l'obsession commune. Et je trouve que cette notion de se réunir autour du client, parce que qu'est-ce que soit l'entreprise, il me semble qu'à un moment donné, pour faire rentrer de l'argent, il faut des clients, ça peut être des occasions intéressantes, donc se donner une thématique. D'où le fait d'avoir des événements réguliers qui permettent justement de remettre les priorités au cœur du débat. Ouais. Et c'est pas forcément partir 3 jours, ça peut être le petit spot du vendredi midi, ça peut être le petit déj une fois par mois. Ça peut être le budget de déjeuner. Ouais, c'est pas sûr. Voilà. D'autres questions? Quoi qu'il en soit. Oui. J'ai eu un problème. Je voulais recruter quelqu'un et dans ma vision des choses, j'ai été prête à les former pour acquérir les compétences nécessaires à la poste finale que je voulais, en expliquant la vision. Et la personne a eu peur plutôt que j'allais me débarrasser de lui s'il ne répondait pas pour avoir du sang neuf. Et comment on est dans ces cas-là, parce que éventuellement, c'est vrai, peut-être il ne pouvait pas, à la fin, s'il avait essayé, arriver à ce que j'attendais de lui. Et si je devais trancher aussi après et dire, bon, ok, finalement, je dois me séparer de vous ou prendre quelqu'un d'autre, comment gérer cette situation étant... Lors de l'intégration, tu avais moyen de gagner du fric dessus ou pas? Je m'explique. Si tu lui donnais un poste à son intégration, est-ce que ce poste était rentable? Oui. Et bien dans ce cas-là, tu le recrutes à ce niveau-là, et ensuite tu lui fais miroiter la possibilité d'évoluer. C'est certainement pas un plan de carrière. Parce que lui, il avait peut-être besoin d'être sécurisé. On retrouve le principe du son-casse dans le parcours et les critères de motivation vis-à-vis d'un poste. Sécurité, après une nouveauté, confort, argent, sympathie. Et lui, dans sécurité, il va avoir une note assez importante. Et donc il va mieux le mettre en zone de confort, pour reprendre son expression, sur son poste actuel, valoriser son poste actuel, et ensuite lui donner la possibilité d'évoluer, mais tout doucement. Avec des formations, avec un accompagnement managérial, des douanes, etc. Si on fixe des objectifs, un cadre clair, le problème des situations qui nous sont posées, c'est que souvent, les choses en amont n'ont pas forcément été faites de manière ultra carrée, mais en imaginant que la situation se représente demain, en posant un cadre, un deal relativement clair, c'est plus facile de s'appuyer sur le cadre qu'on avait posé pour confronter à la situation. Voilà, et des objectifs, des moyens mis en œuvre pour les atteindre. S'ils ne sont pas atteints, voilà ce qui va se passer. On anticipe les deal breakers, quoi. Donc on fait une Darvador, c'est ça? Avez-vous d'autres questions? Alors, même question que pour le coaching. C'est à partir de quel niveau, généralement, une boîte technologique, avec des process relativement complexes, peut se doter d'un DRH? On voit que Selectis en a un, mais ils sont nombreux. Et cette modalité de DRH à temps partagé, ça fonctionne comment et sur quoi? Est-ce que c'est sur les aspects administratifs qui étaient évoqués? Est-ce que c'est sur même les aspects un peu de coaching dirigeant? Et ça peut se faire à partir de combien de personnes? C'est le slide là. Voilà. Alors, on a plusieurs clients. On en a qui arrivent à 33, 34 ou 35 qui explosent et qui ont besoin à un moment ou à un autre de structurer parce qu'ils arrivent à des problèmes qu'ils ne peuvent pas gérer de manière comme avant, parce que c'est des vrais problèmes RH. On a d'autres sociétés où ils sont et ils se disent, avant de faire l'économie, je préfère me doter tout de suite d'un RH et commencer à structurer. Après, au niveau des tarifs, vous avez le marché qui va vous facturer au temps passé. Et puis sinon, vous avez Sparte qui facture en fait à la tête, c'est-à-dire au nombre de salariés dans la boîte. C'est-à-dire vous avez un salarié, c'est entre 19 et 49 € par mois. Et puis dès que vous passez à 2 salariés, vous rajoutez à chaque fois le même montant. Et à partir de quel moment, généralement, une boîte se dote d'un DRH brutal? Oula. Niche. La relation
une centaine de personnes. Les relations sociales l'imposent, c'est-à-dire on est obligé d'avoir des CE et autres. Ouais, mais en fait, il est modeste en personne parce qu'on n'a pas envie de le faire lui-même, parce qu'il y a des relations sociaux qui ont vraiment fait ça. Mais il est modeste parce qu'en fait, il s'occupe actuellement d'une boîte de 140 personnes. Donc, et il lui reste encore du temps libre. Donc c'est bon, on va le payer. Autour d'une 180, 100 personnes. Ça tout dépend des problématiques, hein, la complicité de la société, les services proposés, le nombre de compétences qu'il peut y avoir dans l'entreprise. Sachant quand on arrive à 50 personnes, on ne va pas forcément avoir le budget pour recruter un DRH, on va prendre d'abord une RRH ou un RRH qui n'aura pas forcément l'ensemble des compétences. L'avantage d'une offre comme la nôtre, c'est qu'en fait, c'est pas un Michel ou un morceau de Michel que vous achetez, c'est un morceau de Michel, de Claire, de Raymond. On a des associés, on a des avocats correspondants, etc. Mais c'est toute une équipe au travers d'un RH correspondant qui est votre interface. Oui. Quels sont les indicateurs pour s'apercevoir que la gestion des ressources humaines est mal implantée, implémentée dans le... Les indicateurs mal implanté, qu'on voit le travail déraper. Quand tout va bien, il n'y a pas d'emmerde, tout va bien. Dès le moment où vous commencez à avoir du turnover, dès le moment où vous avez des problèmes pour recruter, dès le moment où... Turnover, absentéisme, il y a un tas de critères. Hein. Turnover, absentéisme, mais parfois ça peut être des difficultés à recruter. Moi, il y a une entreprise, on est implanté en zone rurale. Nous ici, on fait du parisianisme, mais à 50 km d'ici, 60 km à Chartres, j'ai du mal à recruter des soudeurs, j'ai du mal à recruter des techniciens chaudronniers. Et l'entreprise, c'est à l'empirique, parce qu'aujourd'hui, il y a une moyenne d'âge, j'ai 27 ans de moyenne d'âge et j'ai 32% du personnel qui a plus de 50 ans. Et je suis en incapacité de recruter des jeunes. Donc, c'est pas des difficultés, ça va pas, c'est des difficultés, des problèmes à recruter. Non, mais c'est juste qu'il n'y en a pas de formés. Oui, là, c'est une Aussi. C'est pas un problème d'entreprise, c'est un problème général. C'est des problèmes de recrutement aussi. Quand ils ont fait le viaduc de Millau, ils sont allés chercher les soudeurs au Portugal. Oui, dans une organisation, moi je trouve que dans une organisation qui commence à avoir une certaine taille pour faire intervenir des RH qui n'ont pas forcément installé ou des couches, pour avoir des couches, c'est intéressant parce que souvent vous avez un RH institut d'une certaine taille qui est une couche pour aller sur le terrain. Il finit par lui-même évoluer, c'est-à-dire avoir une idée de l'état du salarié de sa température qui va mal. Ce qui n'est pas forcément reflète exactement dans l'organisation parce que lui, finalement, il le reçoit de l'eau des pleurs, il rencontre des problèmes. Et moi, j'ai eu plusieurs interventions sous ma coupe qui me disaient, dans les usines que je manageais, ça va très mal, l'ensemble ça va très mal. En réalité, moi, je vais aller dans l'usine, ils voyaient l'amélioration, mais eux la voyaient plus parce que de leur bureau, ils reçoivent toujours des gens qui vont mal. Et là, l'intervention d'une personne de l'extérieur, y compris pour le DRH, y compris pour le salarié, c'est très utile. Si vous vendez aussi pour les grands groupes, c'est dans la branche, mais parce qu'ils sont souvent groupés en interne. On est en train de mettre ça en place. Ça, pour grands groupes, sachant que c'est un peu... C'est l'anti-stress, l'anti-burnout du DRH. Voilà. La solitude du patron de TPE, c'est une c'est une réalité. Comme le patron du Oui. C'est la conclusion, mais je voulais un truc un peu positif. Voilà. Encore des questions? Vous m'aurez tous de soif. Monsieur. Dans vos prestations, c'est tout pour rien ou est-ce que éventuellement on peut poser des questions sur certaines qualités ou sur vos traces? Dans nos prestations, c'est tout. Pourquoi ce serait rien? Non, je n'ai pas forcément besoin d'un avocat, un avocat qui va très bien. Donc, je n'ai pas besoin j'ai pas besoin de relations sociales, j'ai pas de CE, j'ai pas de CHCT, je ne suis pas dans ce cadre-là. Mais par contre, j'ai besoin effectivement de revoir la communication interne, de revoir la gestion du temps et puis de revoir l'appréciation de la performance et de l'évolution. Est-ce qu'on peut éventuellement centrer vos prestations sur ces aspects-là? En fait, nous... j'ai la paie qui est bien faite, j'ai des choses à faire, donc pas de problème. Nous, notre action ne couvre pas l'ensemble du spectre. Pourquoi? Parce qu'il y a la partie paye déclarative qui est très très bien faite par les comptables et on leur laisse parce que je ne veux surtout pas le faire. Les relations sociales, CE, CHSCT, DP, c'est à partir d'un certain volume. C'est pour ça que l'on a un tarif différent suivant le seuil. Voilà, dès qu'on arrive à un certain volume, c'est un petit peu plus cher parce qu'il faut qu'on se paluche en plus
les DP, DE, etc., etc. Sinon, notre action couvre tout. Pourquoi ça couvre tout? Parce qu'aujourd'hui, tout va bien, mais demain, ça peut partir en sucette sur un sujet qu'on n'avait pas prévu, et ce jour-là, vous aurez quand même besoin de nous. Voilà. Mais sinon, on travaille effectivement avec vos avocats correspondants, il n'y a aucun souci. Et on vous accompagne. Il faut savoir que notre offre a une particularité, c'est que vous pouvez nous appeler autant que vous voulez. Donc c'est autant de besoins éprouvés que réels. Ça veut dire que si à un moment ou un autre, nous, on sent que ça commence à partir en sucette sur un sujet, et ben Michel vous appelle et vous dit j'arrive tel jour, telle heure, il faut qu'on parle de tel ou tel sujet. Ou Claire qui va vous dire voilà, il faut que je vienne tel jour, telle heure. C'est aussi pour ça qu'on fonctionne via un abonnement, parce qu'il ne faut pas qu'à l'instant où on vous appelle en disant les mecs, on arrive, on a du boulot, on a au moins 2 jours de taf là-dessus parce que voilà, vos fiches de poste sont mal faites, etc. On n'est pas là pour facturer, ça fait partie de l'abonnement, point barre. Et donc du coup, ça donne beaucoup plus de valeur à la démarche que l'on a vis-à-vis. C'est pas pour facturer, c'est vraiment pour sécuriser. C'est un coup par salarié, comme ça en même temps, ça permet de piloter le plan de charge tranquillement. Voilà, monsieur. Une dernière question, on arrête pile à l'heure. Magnifique. Bon, bah merci beaucoup. Un ultime témoignage. Pardon, on va partir au cocktail. Après, à 17h, on a l'Assemblée Générale du Club Challenge Plus. Alors, juste un dernier témoignage pour rentrer en résonance avec ce que tu disais. On est une entreprise dont on est très fiers, enfin on est fiers de toutes les boîtes de Challenge Plus, mais c'est Selectis, et c'est vrai que les fondateurs, André Julika et David Sourdi, au début racontaient qu'ils se sont mis dans une pièce, ils se sont racontés tous les trucs, enfin voilà, ils ont tout mis à plat, et ça a fait une boîte qui est partie sur des bases solides, qui sont d'une complémentarité parfaite. Ils travaillaient, je ne sais pas s'ils sont encore dans le même bureau, mais à un moment donné, il y a certains investisseurs qui ont voulu les diviser, ils ont quand même levé 150 millions d'euros et tout, donc ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Et c'est effectivement sur ces bases-là qu'on crée des entreprises qui ensuite vont à la conquête du monde, au-delà des considérations purement financières, et vont jusqu'à dire, bah, tiens, je te présente mes amis, c'est moi qui les ai faits, et ça donne effectivement une entreprise hyper robuste qui à un moment donné se dote d'une DRH full-time. Merci à vous deux, et donc à 17h, on fait le bon. Ah, bravo. Parce que c'est Ah oui.